Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette deuxième webconférence, conduite de projet pour l'emploi, organisée par Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine, sur les dynamiques territoriales pour l'emploi. Je suis Christophe Rochard, chargé de mission sur cette thématique de l'emploi, et je suis aujourd'hui accompagné de ma collègue Laurine Brun, chargée de mission sur l'inclusion numérique. Bonjour Laurine. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Avant de commencer, un petit mot sur Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine. PQNA, c'est un centre de ressources publiques sur le développement territorial. Notre mission, c'est de faciliter le déploiement des politiques publiques dans les territoires à travers plusieurs missions. La mise en réseau d'acteurs, l'échange de pratiques, la capitalisation d'expériences sous forme de vidéos ou de fiches, ou encore la production d'analyses. Nous partageons avec vous les ressources que nous avons produites, notamment comme aujourd'hui sur le sujet de l'emploi. Par exemple, des articles, des comptes rendus de groupes de travail, des fiches expériences, des vidéos, et puis notre chaîne YouTube où on vous partage un certain nombre de vidéos et de replays. N'hésitez pas d'ailleurs à vous y rendre sur notre page, notamment dédiée aux dynamiques territoriales pour l'emploi. Vous aurez tous les liens nécessaires dans le chat. D'ailleurs, mon collègue Christophe va vous expliquer un petit peu les règles du jeu pour ce webinaire. Alors, pour permettre une fluidité des échanges, je vous rappelle des règles d'ordre technique. Vos micros sont coupés, donc vous ne pouvez pas intervenir oralement. Si vous avez des remarques techniques, n'hésitez pas à les exprimer dans le chat. Si vous avez des questions pour nos témoins, vous pouvez les poser par écrit dans la rubrique questions. Et après un premier temps d'interview des deux témoins du jour, nous sélectionnerons des questions pour les adresser à nos invités. Alors Laurine, est-ce que tu pourrais nous rappeler le contexte de ce webinaire ? Tout à fait. Le cycle conduite de projet pour l'emploi, il vise 3 objectifs. Tout d'abord, contribuer à la qualité des démarches locales, de partager des éléments avec vous, de méthode sur la démarche projet, et puis de faciliter le passage à l'action en valorisant notamment des actions inspirantes. Il se décline en 3 séquences différentes. La première, c'était la démarche emploi par où commencer. Donc, c'était le 1er avril dernier. On espère que vous étiez présents. Et la deuxième, donc aujourd'hui, comment élaborer une feuille de route. Et enfin, la troisième, comment passer à la mise en œuvre opérationnelle. Et ce sera donc en septembre. On vous donne rendez-vous. Chaque webconférence est suivie d'une série d'ateliers pour approfondir certains sujets et échanger sur des études de cas. Et donc la deuxième vague d'ateliers, ce sera le 7 juillet prochain au matin. Ce sont des ateliers qui visent à échanger entre professionnels à partir de témoignages et d'études de cas. Et donc les 2 sujets qui sont au programme le 7 juillet prochain sont les suivants. La qualité de vie des salariés comme levier pour recrutement et fidélisation. On aura un témoignage de la Châtaigneraie Limousine qui travaille actuellement sur un projet de conciergerie d'entreprise. Et le deuxième sujet, ce sera l'expérimentation de territoire zéro chômeur, longue durée, avec 2 témoignages, un témoignage de la commune de Mérignac et un témoignage de l'entreprise à but d'emploi de Châtellerault. Vous pouvez donc vous inscrire, le lien vous sera transmis pendant le webinaire pour participer à ces ateliers qui sont le 7 juillet matin. Alors Laurine, est-ce que tu peux nous présenter le déroulé et le programme d'aujourd'hui ? Oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, on va aborder le sujet suivant, comment élaborer une feuille de route pour l'emploi. Et pour cela, on va essayer de répondre à certaines questions. Quels modes de faire sont mis en place pour élaborer une feuille de route ? Comment animer l'écosystème local et mobiliser les partenaires dans cette dynamique ? Et enfin, comment faciliter les coopérations et faire durer une dynamique partenariale dans le temps ? Donc, au programme, un double témoignage avec Michel Buisson, qui est élu communautaire délégué à l'emploi, l'insertion, l'économie sociale et solidaire au Grand Angoulême. Il est également maire de Brie, qui est situé en Charente. Nous accueillerons également Guillaume Malbert, qui est chef de projet territorial à la région Nouvelle-Aquitaine et qui intervient sur le territoire du Grand Bergeracois au titre du CADE, donc le contrat néo-aquitain de développement de l'emploi sur le territoire. Et enfin, nous aurons une intervention de Luc Pabeuf, qui est coordinateur de projet à la direction régionale de Pôle emploi. Et donc, cette webconférence se terminera environ vers 11h30. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à nos intervenants tout au long de ce webinaire dans le petit onglet questions. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, on va revenir sur les idées clés qui sont ressorties de la première webconférence du 1er avril. Alors, quelles sont-elles, Laurine ? Qu'est-ce qui s'est passé le 1er avril ?
On a démarré du coup le cycle conduite de projet pour l'emploi avec la webconférence intitulée « La démarche emploi par recommencer ». Les échanges se sont organisés autour de 3 témoins. Nous avons accueilli notamment Philippe Fouché, qui est responsable du service développement social à la communauté de communes d'Aunis Sud, donc située en Charente-Maritime, qui était préfigurateur d'une démarche territoriale zéro chômeur de longue durée. Nous avons accueilli également Kenny Bertonadi, qui était élu chargé de l'emploi, de l'insertion, de l'économie sociale et solidaire et des mobilités douces, situé du coup à la ville de Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques. Il est initiateur, entre autres, d'une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences territoriales, GPECT. Et nous avons enfin accueilli Olivier Vérague, qui est expert en économie, emploi et compétences. Donc voilà les intervenants que nous avons reçus. À ce titre, on a un peu identifié des points clés suite à cette webconférence qu'on va vous présenter en 4 points. Alors, la première idée, c'est que le point de départ de toute démarche territorialisée pour l'emploi consiste d'abord à se poser les bonnes questions et à se fixer des objectifs. Et comme l'a dit Olivier Vérague, il est nécessaire de prendre le temps d'analyser l'état du territoire et de chercher les causes des symptômes actuels. Et suivant le diagnostic qui est fait, eh bien, les objectifs peuvent varier localement, mais de manière assez considérable. Est-ce qu'on veut baisser immédiatement le nombre de chômeurs ? Est-ce qu'on veut favoriser l'accès à l'emploi et l'insertion des personnes qui ont été éloignées ? Est-ce qu'on veut répondre à un sinistre économique ? Est-ce qu'on veut répondre aux difficultés de recrutement ? Ou est-ce qu'on veut atteindre le plein emploi à moyen et long terme ? Et en fonction des objectifs retenus, les leviers à activer sont très, très différents. La deuxième idée, c'était l'importance de l'impulsion politique au niveau local. Les témoins ont insisté notamment sur 2 points, la légitimité du territoire à intervenir sur le champ de l'emploi et d'autre part le rôle prépondérant du politique dans le démarrage d'une initiative. Et Olivier Vérague nous disait notamment « Ce n'est pas parce que la politique de l'emploi relève principalement de l'État et de la région que les EPCI et les communes n'ont rien à y faire. L'essentiel de ce qui peut être fait à moyen et long terme pour prévenir le chômage dans le domaine de la petite enfance, périscolaire, culture, etc., c'est l'échelon local qui peut en avoir le contrôle. » Troisième point, l'importance du portage politique et technique, avec 2 idées qui se sont dégagées. La première, c'est que la mise en œuvre des actions nécessite une présence régulière du politique pour s'assurer de la conformité avec les orientations initiales. Et puis la seconde, c'est qu'une démarche pour l'emploi nécessite des moyens humains dédiés pour la conception et la mise en œuvre des actions. Et on l'a bien vu avec l'exemple de l'agglomération de Pau, qui s'est dotée d'une équipe d'ingénierie sur l'emploi. Tout à fait. Et d'autre part, du coup, ce qui a été relevé, c'est qu'il est très important de travailler avec les entreprises et les parties prenantes. Une démarche territorialisée pour l'emploi nécessite une coopération continue avec ces parties prenantes du territoire. Ce travail partenarial reste vraiment un défi. La démarche zéro chômeur a ceci notamment de particulier, c'est de mettre autour de la table toutes ces parties prenantes, tous ces partenaires, et en premier lieu, l'employeur et le demandeur d'emploi, qu'on appelle notamment la personne privée durablement d'emploi. De la même manière, à Pau, il y a un certain nombre d'actions qui ont été faites, comme Cap Parrainage et le Marketon de l'emploi. Et ça a permis de structurer notamment l'accompagnement des personnes et d'inciter les entreprises à s'inscrire dans une démarche collective et partenariale. Dernier point, animer l'écosystème local et faire durer la dynamique avec des principes utiles pour animer l'écosystème qui ont été identifiés. Inscrire la coopération dans la durée avec des projets. Garder le cadre tout en restant agile. Faire confiance à l'ensemble des acteurs et créer des moments de convivialité. Donc voilà pour les idées clés du dernier webinaire. On va enchaîner avec la séquence suivante. Merci Laurine pour cette présentation. Et on va tout de suite accueillir nos 2 premiers témoins. Donc nous accueillons maintenant Guillaume Malbert. Bonjour. Sur votre droite de l'écran. Bonjour Guillaume. Donc Guillaume, tu es chargé de mission cadet du contrat néo-aquitain de développement de l'emploi sur le territoire, sur le Grand Bergeracois. Et Michel Buisson. Bonjour Michel. Bonjour. Conseiller délégué à la politique de l'emploi et de l'insertion du Grand Angoulême en Charente, mais vous êtes aussi maire de Brie, une commune de plus de 4000 habitants, vice-président du département de la Charente
chargé de la santé. On a donc deux regards complémentaires ce matin, avec un technicien et un élu, un technicien de la collectivité régionale, région Nouvelle-Aquitaine, qui intervient sur un territoire précis, le Grand Bergeracois, et un élu sur le Grand Angoulême. Donc la première question, c'est une question un peu sur vos contextes respectifs, et savoir quel a été le point de départ de la démarche que vous avez engagée. Donc je vous demanderai de préciser quelques éléments un peu socio-économiques, contexte local, et de gouvernance locale, du jeu d'acteurs. Donc on va démarrer avec Michel Buisson. C'est à vous. Bien, donc bonjour. Donc notre territoire, rappelez que c'est une fusion de 4 PCI, donc Grand Angoulême, donc 4 PCI qui forment 38 communes, qui regroupent 38 communes, une PCI, une agglo de 140 000 habitants. Voilà, donc vous dire qu'on vient d'écrire notre projet d'agglomération avec 3 objectifs qui ne vont certainement pas vous surprendre. Le premier, c'est de répondre aux besoins de tous les habitants et de toutes les communes. C'est important de dire toutes les communes parce qu'en fait, on est une commune avec une agglo avec une centralité sur Angoulême, mais avec des communes très rurales qui sont assez petites. Donc, on veut se soucier des 38 communes et pas seulement du centre, de la ville-centre. Ensuite, deuxième objectif, un territoire qui s'adapte au changement climatique. Là aussi, c'est important. Je crois que tout le monde s'approprie cette mission-là. Et puis enfin, un troisième objectif qui nous touche directement ce matin, c'est un territoire qui crée des emplois. Donc, c'est dans ce domaine-là qu'on se retrouve ce matin. Vous dire que sur l'échelle de l'agglo, c'est un concentrateur d'emplois avec 65 000 emplois, avec bien évidemment avec des entreprises importantes telles que Schneider, Leroy, Naval Group en industrie. Et puis également, c'est la Cité de l'Image. Donc, vous connaissez tous. Donc, il y a beaucoup d'emplois dans ce domaine-là. Et puis, bien sûr, ensuite, les banques et les assurances. Voilà. Donc, en fait, on a 15 000 demandeurs d'emploi de longue durée. On a à peu près 14-15 000 bénéficiaires du RSA. Voilà pour ce qui concerne le contexte. Alors, je ne sais pas s'il faut en dire plus sur le diag, c'est peut-être tout à l'heure, je ne sais pas. Non, sur le diagnostic, c'est maintenant, si vous avez plus d'éléments. Alors, en fait, on a fait faire un diagnostic qui date maintenant d'1 an, 1 an et demi. Alors, si c'est sur la méthodologie, c'est tout à l'heure. D'accord, c'est pour ça que je posais la question. Pardon. Bon, merci Michel sur le contexte. Donc, vous avez engagé un travail. Ça a démarré il y a 18 mois à peu près. À peu près, oui. À peu près, c'est ça, 18 mois, c'était 2020. Et c'était avant les élections Non, enfin, le diagnostic a été fait avant les élections. Voilà. Donc, il y avait une dynamique qui a démarré avant les élections municipales puis communautaires. Voilà. Donc, on s'est emparé du diagnostic et on a ensuite travaillé sur la feuille de route. En tout cas, c'est une petite originalité, c'est que souvent, il y a une nouvelle équipe municipale ou pas d'ailleurs, et il y a un diagnostic qui démarre. Là, le diag, il a démarré avant les élections. Il a démarré avant. Pour raison de Covid, la restitution du diag a été fait donc avec la nouvelle mandature, mais le diag a été fait avant. Voilà. Merci Michel pour ce décor. Même question pour Guillaume à Bergerac. Quel est le contexte qui a permis cette démarche? Peut-être un petit mot sur le dispositif cadet, tout d'abord, qui est un dispositif régional qui existe depuis 2015 maintenant, donc qui est destiné à des territoires qui sont soit en difficulté économique, soit où ils ont une très grande spécialisation sectorielle. Et l'idée, c'est d'apporter un ingénieur de travail sur ce territoire et qui va mobiliser l'ensemble des ressources de la région et du territoire pour essayer de travailler sur la mutation du territoire. En ce qui concerne Bergerac, donc c'est un territoire qui a connu entre 2008 et 2014 la destruction de 500 emplois, notamment dans l'industrie, avec 2 facteurs importants: la fermeture d'un site militaire logistique de l'armée de terre et le démantèlement de la plateforme de la poudrerie, donc qui était une entreprise d'État et qui a été démantelée. Donc à ces 500 destructions d'emplois, il faut en plus rajouter des éléments socio-économiques fragiles qui sont un taux de chômage élevé, des niveaux d'études assez bas, un taux de pauvreté assez important.
Donc, il y a eu un vrai surchoc en fait de ces fermetures d'usines sur le territoire. Et donc l'idée du conseil régional était de venir en appui des territoires pour travailler à la relance économique et à la mutation de ce territoire qui comporte 4 EPCI, à peu près 100 000 habitants. Donc voilà un petit peu le contexte. Les missions des chargés de mission cadets, il y en a 7 sur la Nouvelle-Aquitaine. Ils sont de 2 ordres. Le premier, c'est vraiment d'aller au plus près des entreprises, de détecter des projets dormants de développement, voire d'anticiper des difficultés d'entreprises, de les guider pour qu'ils puissent bénéficier du soutien de la région ou des territoires et deuxième grande action, c'est de mettre en œuvre avec, dans un esprit partenarial, des projets collectifs qui favorisent le développement du territoire et des entreprises. Donc, un contexte économique particulier, il y a eu des chocs, il y a eu des accidents, et c'est ce qui explique l'engagement fort de la région, qui donc amène un contexte assez particulier. C'est qu'il y a une ingénierie économique, territoriale supplémentaire apportée par la région, qui vient s'implanter dans le local finalement. Vous n'êtes pas un agent du Bergeracois, mais il y a quelque chose statutairement parlant, il y a quelque chose de très, très, très proche, comme si vous... Alors très, très proche, puisque moi je suis hébergé par la communauté d'agglomération bergeracoise, tout en étant salarié de la région. Donc on a une gouvernance aussi qui est très partenariale, hein, puisqu'on a un COPIL qui est composé du conseil régional, bien entendu, des EPCI, donc des présidents des 4 EPCI, du conseil départemental aussi, qui est un acteur historique important du territoire. Sur certains cadets, on a également l'État, représenté par le préfet ou le sous-préfet. Et puis, on a voulu aussi avoir des représentants des entreprises. Donc c'est un élément important de cette gouvernance, c'est d'avoir soit des clubs d'entreprises donc qui sont en capacité de représenter les entreprises, notamment les entreprises industrielles, soit effectivement des chefs d'entreprise qui s'engagent fortement sur le territoire. On reviendra tout à l'heure plus en détail peut-être sur les modes, d'ailleurs tout de suite, parce qu'on va bientôt y venir, sur la gouvernance, voir comment vous travaillez. Mais voilà, donc on a planté le décor des 2 territoires. Et on va maintenant passer peut-être à la séquence la plus importante qui nous réunit aujourd'hui. C'est comment on fait pour faire une feuille de route. Donc, je redonne la parole à Michel Buisson pour que vous nous expliquiez comment vous avez travaillé ces 18 derniers mois sur l'élaboration d'une stratégie locale pour l'emploi. Et si vous avez besoin du support de présentation que l'on partage, vous nous le dites. Bien, alors, comme je disais tout à l'heure, on est parti d'un diagnostic qui a été fait donc dans le précédent mandat. Ce diagnostic faisait apparaître beaucoup de choses, mais principalement que dans le domaine de l'emploi et de l'insertion, il se faisait énormément de choses, et il se fait énormément de choses sur l'agglo. Il se fait beaucoup de choses, sauf que c'est pas très lisible. Alors on connaît tous, les citoyens connaissent à peu près le service public de l'emploi, qui sont Pôle emploi, Cap emploi, et puis les missions locales. Sauf qu'après, autour de ça, il y a beaucoup d'acteurs, et nous aussi, nous avons beaucoup d'acteurs dans notre agglo, sauf que c'est pas très visible. Et les élus ont commencé quand on a commencé à travailler, on nous ont dit qu'en effet, il fallait rendre ça plus lisible. Et du coup, c'est ce qui est saillant dans le diagnostic. C'est-à-dire qu'il se fait beaucoup de choses, mais qui fait quoi? En fait, c'est la question. Donc, on est parti de ça, c'est ce qui nous a animés, en fait. Et du coup, on s'est posé la question de quelle place doit avoir l'agglomération dans ce champ-là. On s'est dit, est-ce qu'on doit seulement coordonner? Est-ce qu'on doit éventuellement accompagner? Ou est-ce qu'on doit faire? Parce qu'en fait, c'est toujours l'éternelle question qu'on se pose. Donc, je ne vous cache pas qu'on fait un peu tout ça, pour le coup. Mais le principal objectif, c'est la coordination et de rendre lisible tout ce qui se fait sur le territoire de l'agglomération. Voilà, donc on est parti de ça. Donc, on a commencé à faire des réunions d'abord entre élus. On avait invité toutes les communes. Au départ, je le dis volontairement, c'est les maires qui étaient invités.
D'ailleurs, c'est pas innocent si je dis ça. Au départ, c'était les maires qui déléguaient peut-être, mais et du coup, c'est vraiment là aussi, ça nous a confirmé. Tous les élus nous ont dit, écoutez, nous on veut bien travailler dans le groupe de travail, mais le principal objectif, faites-nous quelque chose de simple, qu'on y comprenne quelque chose, parce qu'en fait, on n'y comprend rien. Excusez-moi de le dire comme ça, mais c'est ce qui nous a été dit. Donc, on a commencé à travailler là-dessus. Donc, on a fait un groupe de travail élu. On a essayé de dégager quelques pistes. Et ensuite, on a vite associé à nos travaux tous les acteurs. Donc, on a fait plusieurs réunions. On a associé tous les acteurs dont je parlais tout à l'heure, qui sont très, très nombreux. Même ceux qu'on ne peut pas deviner. Par exemple, l'éducation nationale, on pourrait la penser hors champ, mais justement, elle est bien dans le champ. Et du coup, bien, on en a dégagé les pistes. Et finalement, au bout du bout, même si je pourrais détailler tout à l'heure, au bout du bout, on en est arrivé. C'est pour ça que je disais que aux premières réunions, nous invitions les maires. Au bout du bout, on en est arrivé à constituer un réseau de référents emploi-insertion dans chacune des 38 communes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on s'est vraiment constitué un réseau. Voilà, donc vous voyez, entre le DIAG, les pistes de travail et la mise en place du réseau, il y a eu tout un tas de choses dont on va peut-être détailler maintenant, mais voilà, je trouvais important de vous dire que maintenant on est arrivé à constituer un réseau pour que chacune des 38 communes puisse s'approprier cette mission d'emploi et d'insertion dans chacune des 38 communes. On pense également qu'il faut de la proximité aussi, donc voilà. Oui. J'essaie de voir à quoi peut ressembler un réseau finalement de 38 référents dans 38 communes, y compris des communes ultra-rurales avec 2, 3, 500 habitants. Dans une commune de 500 habitants, c'est qui le référent de ce projet ? Ça peut être un élu, pas forcément le maire, hein, un élu, un adjoint, un conseiller, et ça peut être aussi un agent. Et ça peut être un binôme, ça peut être un élu et un agent. Voilà, on n'a pas été restrictif sur le nombre, ils peuvent être 1, 2, voire 3, mais c'est souvent 1 ou 2. Voilà, donc un élu, ou un agent, ou un élu et ou un agent. Donc un réseau hybride, finalement, absolument, sur mesure. Bon, pour l'instant, il est principalement constitué d'élus, mais au fil du temps, je pense que ça va s'affiner et que viendront se joindre à notre réseau des agents. Okay. Donc, après, je ne sais pas comment on rebondit. Après, je peux vous pouvez dire, continuer. Donc, de ce diagnostic et de ce travail, donc, on en a dégagé 4 objectifs pour notre feuille de route. Le premier objectif, c'est d'accompagner les jeunes dans leur insertion professionnelle et sociale. Un deuxième objectif qui est de favoriser l'insertion professionnelle des publics éloignés de l'emploi. Un troisième enjeu qui est de faciliter le recrutement sur le territoire. Et un quatrième enjeu qui est d'organiser et renforcer les synergies et les partenariats. Vous voyez, ce quatrième enjeu illustre ce que je viens de vous dire. Voilà, donc en fait, dans les 3 premiers enjeux, soit on accompagne des dispositifs, soit on favorise, soit on facilite, mais avec des choses qu'on mène directement, notamment, j'en reparlerai du pli. Et puis, quatrième enjeu, c'est tout à fait ce que je viens de vous dire, d'essayer d'organiser tout ça, de fédérer les énergies, pour qu'on puisse toutes et tous s'approprier bien cette notion et dire qu'elle est très importante aujourd'hui. Voilà. Donc, voilà. Ensuite, est-ce que je rentre dans le détail de chacun des objectifs Oui, peut-être pour illustrer sans forcément tout dire, mais donc j'imagine que ces objectifs se déclinent en chantier clé. Oui. Et dans ces cas-là, peut-être qu'on peut mettre la diapositive avec les actions à voir. À voir, mais bon, je peux le faire sans. On l'enverra de toute façon aux participants. Voilà. On l'enverra, c'est bon. Bon, sur l'accompagnement des jeunes, c'est principalement, je disais, accompagner les jeunes dans la réinsertion sociale et professionnelle, c'est principalement l'accompagnement d'actions ou de dispositifs. Donc, on accompagne bien évidemment la mission locale avec une subvention qui est assez importante. Donc, d'ailleurs, aujourd'hui, sur le département, nous avons 2 missions locales, dont la nôtre sur le Grand Angoulême, ou le Grand Angoumois. Au 1er janvier prochain, il n'y aura plus qu'une mission locale sur le département, mais on accompagne cette mission locale. Ensuite, on accompagne l'école de la deuxième chance, également, qui est sur notre territoire. Et puis, on accompagne un événement qui s'appelle le FOF, le Salon des métiers de l'orientation et de la formation. Donc, voilà. Donc là, sur l'enjeu 1, c'est principalement de l'accompagnement d'action avec des subventions. Ensuite, accompagner les jeunes, favoriser l'insertion professionnelle des publics. Non, mais là, j'ai déjà tout dit dessus, c'est pas la première fois, excusez-moi. On n'est pas obligé de tout. Ouais, non, mais c'est détaillé, mais peut-être une action peut-être emblématique qui donne à voir
la nature de l'intervention du Grand Angoulême. Voilà, sur l'enjeu 2, donc favoriser l'insertion professionnelle des publics éloignés de l'emploi, donc on coordonne et on gère le PLI, le dispositif PLI, donc qui accompagne des personnes qui sont très très éloignées de l'emploi. Donc là, c'est un accompagnement global, avec des personnes qui accompagnent donc les personnes éloignées de l'emploi et qui prennent leur contexte dans leur globalité avec tous les freins qu'il peut y avoir, que ce soit la santé, la mobilité, j'en passe, et le logement par exemple. Voilà, donc on mène et on gère ce pli. Ensuite, on a mis en place déjà depuis très longtemps à l'agglo, je crois que c'est 2006, la première année, les clauses sociales, commande publique. Donc on a mis en place ces clauses depuis déjà longtemps. Donc là, c'est une poursuite. Voilà. Et puis également, vous parliez tout à l'heure, vous l'avez dit à plusieurs reprises en préambule, et vous avez parlé de la démarche territoire zéro chômeur. Donc là, il faut savoir qu'on a fait une étude d'opportunité et que l'étude d'opportunité confirme qu'on peut essayer d'expérimenter cette démarche. Donc là, on en est au stade pour l'instant, de voir sur quel territoire on le mettrait en place. Donc, et on discute également avec le département pour voir leur implication. Voilà, donc pour territoire zéro chômeur, là, nous sommes un peu au milieu du gué, mais on va transformer. Et puis, ensuite, sur favoriser l'insertion également, on contribue, ce que je disais tout à l'heure, à la levée de tous les freins périphériques à l'emploi, que sont la mobilité, la garde d'enfants, la santé, et j'en passe. Faciliter le recrutement sur le territoire, c'est le troisième enjeu. Là, en fait, c'est accompagner les personnes qui, par exemple, je pense à l'emploi du conjoint. C'est ce qu'on met en place également. On a un dispositif qui permet ça. Là aussi, on accompagne des salons comme le salon direction de l'emploi. Et puis ensuite, le quatrième enjeu, et finalement c'est celui-ci pour moi qui est finalement presque le plus pertinent pour notre webinaire de ce matin, et qui illustre bien notre démarche, c'est la mise en place du réseau de référents dans chacune des communes. Alors on essaie pour l'instant, on a fait beaucoup de réunions, on se réunit à peu près une fois pour l'instant mensuellement, je ne sais pas si ça tiendra. Alors ce que j'ai oublié de dire, c'est que quand même toute cette démarche a quand même été entachée par la Covid. On a fait beaucoup de visio, de réunions reportées, donc ça n'a pas été simple, ça nous a beaucoup freiné dans notre démarche. Mais donc le réseau de référents et les référents se réunissent régulièrement et on essaye dans un premier temps de s'acculturer justement de tout ce contexte, parce que là aussi les référents ils savent pas forcément, ils connaissent Pôle emploi, ils connaissent les grands, mais après tous les acteurs ils connaissent pas. Donc justement, plutôt que de faire nos réunions par exemple, là aussi pour illustrer, plutôt que de faire des réunions dans des salles de l'agglo, on fait des réunions directement à Pôle emploi, Cap emploi, à la mission locale, pour que ces référents puissent s'imprégner pleinement de ces structures et des dispositifs. Voilà, donc, et là, on est en train de mettre en place avec eux un guide du référent, parce que ces référents, vous allez me dire, ils font quoi? Ils vont faire quoi? Mais en fait, les référents dans chaque commune accueillent des personnes, demandeurs d'emploi ou pas d'ailleurs, pour essayer de les orienter. Alors, ils font pas le travail de Pôle emploi, c'est peut-être une question qui va être posée, pas du tout. Ils font pas le travail de Pôle emploi. Donc là, ils reçoivent, moi le premier en tant que maire, je reçois beaucoup d'administrés qui cherchent du travail, mais aussi qui cherchent un stage, qui cherchent une reconversion, et j'en passe. Donc du coup, ce guide de référent va d'abord comprendre et intégrer tous les acteurs dont je parlais tout à l'heure. Il va y avoir la liste exhaustive, je ne sais pas si elle sera exhaustive, on va peut-être oublier, mais le plus exhaustif possible, avec pour chacun d'eux un descriptif de chacune des structures. De qui fait quoi, voilà. Des fiches très simples, ça concerne quel public, pour quoi faire, etc. Surtout le public qui est visé, parce que souvent c'est... Voilà. Et puis également ce guide comptera un guide d'entretien, on va jusqu'à ça, c'est-à-dire qu'on permet à nos référents, on favorise l'entretien avec les administrés qui vont recevoir, c'est-à-dire qu'on fait un guide d'entretien. Et surtout, ce que je voulais dire, c'est que, parce que ça a été un débat entre nous, justement, et je vois Pôle emploi qui est là, jusqu'où on fixe le curseur de l'accompagnement et de l'orientation. On n'est pas là pour faire le travail des structures qui existent déjà. Et là, du coup, on laisse libre cours, parce que les 38 communes ne sont pas forcément toutes d'accord sur le curseur à fixer sur l'accompagnement. Donc, on donne un guide, on leur met à disposition un guide qui est très complet, et chacune des communes, en fonction de sa politique, de ses moyens humains, fera en fonction de ce qu'elle a envie de faire. Voilà. Soit l'accompagnement sera très simple, ce sera une simple orientation, soit ce sera un accompagnement un peu plus complet. Voilà.
Donc, en gros, voilà un peu comment on Très bien. constitue. Le cœur de tout ça, c'est de se dire, et le fil de tout ça, c'est de se dire de se constituer un réseau pour essayer de mailler tout le territoire au plus profond des 38 communes, parce qu'il y en a qui sont très rurales. Voilà. Alors, j'ai été très vite, mais excusez-moi, mais c'est référent au-delà de l'accompagnement et de l'accueil des personnes. Ce réseau va également organiser des choses. Je pense à des micro-forums, voilà, parce que là aussi, dans le diagnostic, il est apparu la méconnaissance des métiers aussi. Donc, peut-être qu'aussi, là, on pourrait faire des micro-forums. Pas forcément à l'échelle des 38, mais à l'échelle de plus petits territoires. Voilà, toujours pour qu'il y ait de la proximité entre les entreprises et les demandeurs d'emploi. J'ai une question sur le process et finalement ce qu'il a produit. On voit l'enjeu 4 qui est très fort pour vous, d'animer, de mettre en réseau. Et effectivement, c'est le cœur des sujets qui nous animent à PQNA sur l'emploi. Et sur finalement les 3 enjeux qui sont des choses très, très concrètes, est-ce que ça a été facile de mettre tous les acteurs d'accord sur finalement ce qu'on allait faire, soit la stratégie? Est-ce que c'est venu naturellement ou est-ce qu'il y a eu des vrais débats et voire des éléments de divergence? De divergence, non, mais d'ailleurs, je suis pas certain que le débat soit terminé là-dessus, sur notre implication, jusqu'où on doit aller. Par exemple, est-ce qu'on doit faire, pas faire, est-ce qu'on doit continuer, nous, en direct, d'organiser? Qui fait? Le débat n'est pas terminé, en fait. On en cause, on n'a pas encore, on n'a pas finalisé ce débat, en fait. Voilà, c'est pour ça que là, dans cette feuille de route, il y a de l'accompagnement, il y a de la coordination, on fait des choses en direct, voilà. On avancera au fil du temps. Pour l'instant... Ça laisse entendre qu'une feuille de route, finalement, ça bouge dans le temps et que vous avez posé un cadre, mais qui est finalement un temps 1, et puis demain, il y aura des éléments nouveaux. J'ai envie de dire, ça bouge tous les jours, parce que tout à l'heure, on parlait du diagnostic. C'est vous qui m'y avez fait penser quand vous parliez de recrutement tout à l'heure. Sur le diagnostic, le recrutement, il n'était pas saillant, en fait. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est un réel souci. Et ça, le diagnostic, il a 2 ans. Hein. Oui. Voilà. Et aujourd'hui, le recrutement, c'est presque le principal problème dans tous les champs de métier, que ce soit l'animation. Enfin, nous, on est très impacté par l'animation parce qu'on a un service enfant-jeunesse qui n'arrête pas de revenir vers nous avec ça en disant on ne trouve pas des animateurs, etc. Donc, le recrutement qui n'apparaît pas vraiment dans le diagnostic aujourd'hui, pour moi, est quelque chose de très important. Donc ça, il faudra bien le remettre sur la table entre nous. Voilà. Donc, c'est une feuille de route, mais elle n'est pas figée, elle va évoluer en fonction de l'actualité. Alors, merci Michel, on va s'arrêter là pour l'instant, on reviendra de toute façon, il va y avoir une petite partie de ping-pong entre vous tout à l'heure, un ping-pong à 3 même. Ouais. Donc je passe la parole à Guillaume pour finalement nous raconter comment cette feuille de route s'est mise en place. Oui, alors concernant le cadet, en fait, donc il y a effectivement une feuille de route qui a été constituée avant même la signature de la convention partenariat entre la région et le territoire. Et moi, je suis arrivé, en fait, la feuille de route était écrite. Donc, je ne vais pas forcément vous parler de ce qui s'est passé avant mon arrivée, mais je vais vous parler de ce qui s'est passé quand je suis arrivé. Donc, moi, je suis arrivé, en fait, 2 ans après l'écriture de la feuille de route. Et du coup, j'arrivais sur un territoire que je ne connaissais pas, puisque je venais d'une autre région, et il ne s'agissait pas de laisser l'impression que la région allait arriver sur le territoire, imposer toute sa politique de développement, etc. Donc, l'idée, ça a été vraiment d'être un observateur du territoire et de faire un espèce de diagnostic. Ce diagnostic, il s'est fait comment? Par du travail de terrain, tout simplement. La priorité des chefs de projet cadets, c'est d'aller voir les entreprises, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, on a fait beaucoup d'entretiens bilatéraux avec les entreprises du territoire, principalement les industries, puisque c'était la priorité de mes missions, mais aussi dans d'autres secteurs comme l'artisanat ou l'économie sociale et solidaire. Et puis aussi ces entretiens bilatéraux avec tous les acteurs de l'emploi et de la formation du territoire, que ce soit les missions locales, le PLI, Pôle emploi, bien sûr les vice-présidents en charge des questions de développement économique des 4 PCI et de leur chargé de mission. Et à partir de là, on a, en accord bien sûr avec la gouvernance, réécrit et réorienté un petit peu cette feuille de route qui était froide, hein, comme vous le disiez, hein,
2 ans, ben, ça passe très vite et on peut détecter des nouveaux enjeux. Et à partir de là, on a réorganisé un petit peu cette feuille de route en y ajoutant 2 éléments qui me semblent importants. Les chantiers clés. Je pense que c'est important de définir quels sont les chantiers clés à prioriser au moment où on écrit une feuille de route, parce que généralement, une feuille de route, c'est assez riche en idées et en actions. Donc, c'est important de hiérarchiser et d'exprimer finalement quelles sont les priorités de mise en action. Et puis, dans le cadre du CADES, c'était de dire qui fait quoi. C'est-à-dire qu'il y a des actions où le chef de projet CADES va être vraiment le pilote, il va impulser les choses sur le territoire, il va être vraiment le chef d'orchestre, et d'autres où il va être, entre guillemets, «contributeur». C'est-à-dire que c'est, une EPCI qui pilote le projet, au regard de ses compétences et le chef de projet, cadet, vient, en accompagnement de l'action. Donc, ça a permis aussi de clarifier les rôles de chacun et d'éviter, effectivement, une espèce de concurrence sur un certain nombre, de dossiers. Donc on a réécrit cette feuille de route autour de 4 axes. Un premier axe autour de mettre en place un écosystème favorable au développement des entreprises. Donc ça, c'est tout ce travail de terrain, de détection de projets, d'accompagnement de l'innovation, qu'elle soit technologique ou même sociale. La structuration d'un réseau d'entreprises aussi qui n'existait pas sur le territoire. Un deuxième axe sur l'emploi et la formation, où là encore on part du besoin des entreprises, quelles sont les problématiques qu'elles rencontrent en matière de recrutement et d'emploi et de formation, et charge au territoire de proposer effectivement une feuille de route en priorisant un certain nombre d'actions. Donc là, typiquement, on a mis en place de nouvelles formations qui, effectivement, répondent aux besoins des entreprises et qui vont démarrer en octobre prochain. Donc c'est vraiment une actualité. On a un troisième axe qu'on a appelé le développement de filières émergentes. Donc là encore, c'est cette remontée de terrain, c'est comment la structurer au niveau d'un territoire avec l'ensemble des acteurs. Et on a 2 filières qui sont en émergence sur le territoire. La première autour de l'agriculture numérique. Là encore, on a été très agile par rapport à la feuille de route de départ. En fait, on a bénéficié d'une opportunité d'un centre technique qui a construit une plateforme de recherche en robotique agricole que la région a financé également, et du coup, le territoire s'est emparé de cette question finalement en disant: Bergerac, on a beaucoup de viticulteurs, on a des agriculteurs, des maraîchers, on a des agroéquipementiers, on a des lycées, un lycée agricole. Pourquoi pas ne regrouper tous ces acteurs autour de l'agriculture numérique et de réfléchir justement à cette acculturation de ces nouvelles technologies, avec tous les enjeux sociétaux et environnementaux qu'on connaît par rapport à l'agriculture, quoi. Donc voilà un petit peu comment c'est réorienté, on va dire, cette feuille de route, en insistant sur les chantiers clés, le qui fait quoi, et l'agilité d'adapter effectivement la feuille de route au fil des mois, et des opportunités qui sont créées notamment par des actualités d'entreprise. Même question pour Michel. Est-ce que ça a été facile de mettre les partenaires d'accord, enfin des entreprises qui travaillent dans des champs différents, qui n'ont pas forcément les mêmes difficultés, et les institutions aussi, hein, Ouais. enfin tout Alors, je l'écosystème. crois que ouais. Comment on fait pour faire la synthèse et faire en sorte que ce soit pas un consensus mou, mais un plan d'action avec des actions fortes et qui rendent une satisfaction un peu à tout le monde? Alors le premier élément, comme je disais tout à l'heure, c'était de rassurer. C'était de rassurer les partenaires, les chambres consulaires, les EPCI, que le chef de projet cadet ne venait pas, entre guillemets, «prendre le travail de l'un ou de l'autre», mais vraiment de travailler en coopération et en coordination avec les institutionnels en place. Donc là encore, c'était d'analyser un peu ce qui se faisait sur le territoire, ce qui pouvait être amélioré ou développé, au regard aussi des moyens financiers et humains des collectivités
notamment en ingénierie de développement économique. Ça, c'est un élément, je pense, important voilà, de vraiment trouver sa place et de rassurer les acteurs du fait que la région venait effectivement en appui et pouvait apporter voilà, toutes ses compétences en matière de développement économique sur le territoire. Donc ça, c'est un élément important. Et le deuxième élément important, c'est aussi tout simplement parce que moi, je suis salarié du conseil régional, que le conseil régional, c'est la compétence économique. Et c'est vrai qu'auprès des entreprises, quand vous allez voir les entreprises, qu'on parle de développement, d'investissement, d'innovation, voilà, on est sur un terrain, on va dire, favorable pour la discussion et l'échange de projets, quoi. Ça serait peut-être intéressant que tu parles un tout petit peu plus en détail du volet formation, parce que c'est Ouais, souvent un sujet où les territoires ont du mal à s'engager en direct, parce que pour le coup, c'est pas la compétence de base d'un EPCI ou d'une commune, et de raconter comment le territoire, avec le cadet, vous avez réussi à faire venir des formations qui répondent à des besoins des entreprises. Oui, alors effectivement, sur cet axe formation-emploi, on a vraiment décidé d'écouter les entreprises. Je risque de me répéter, mais on est vraiment parti du besoin et de l'analyse des entreprises sur les difficultés qu'elles rencontraient, notamment en matière de ressources humaines, et d'essayer de voir comment on peut travailler tous ensemble à améliorer leur développement, hein, finalement endogène, puisque il faut qu'ils trouvent des salariés pour pouvoir se développer. Et on a aussi des enjeux de garder aussi les jeunes sur le territoire. On est à Bergerac, donc on est coincé entre Bordeaux, Brive et Toulouse. Et c'est vrai que les jeunes, une fois qu'ils ont terminé leurs études, ont plutôt tendance à partir. Et ils reviennent bien plus tard, mais en attendant, ils ont plutôt tendance à partir. Donc la première réflexion, c'était de dire, voilà, on a des formations qui existent aujourd'hui, notamment en BTS sur les métiers de l'industrie. Qu'est-ce qui permettrait à la fois aux jeunes de rester un peu plus longtemps et aux entreprises de trouver des profils intéressants? Et donc on a travaillé avec le CNAM, Nouvelle-Aquitaine. On profitait aussi d'un appel à projet cœur de territoire du CNAM qui était lancé à l'échelle nationale pour travailler sur cette question-là. Et à partir de là, on fait un petit diagnostic, bien sûr, en recensant toutes les formations qui existaient sur le territoire. Et on a fait venir les entreprises industrielles, on les a rencontrées. On a fait 3 ateliers, en fait, pour à la fois identifier les problématiques qu'elles rencontraient et puis surtout essayer de mieux appréhender les profils qu'elles recherchaient, notamment chez les jeunes au sortir de formation. Et à l'issue de ce travail de diagnostic, on a proposé 3 formations en licence pro. Donc l'idée, c'était d'ajouter une année supplémentaire à ce qui existait déjà sur le territoire. Et on leur a dit: «Voilà, messieurs les chefs d'entreprise, on vous propose au regard de ce que vous nous avez raconté, 3 licences pro». On a décrit le programme, les objectifs, les prérequis nécessaires des étudiants, des apprentis. Et à partir de là, on a laissé le choix aux entreprises de choisir en fait la licence pro qui leur convenait le mieux. Et donc au final, on a choisi une licence pro en lean manufacturing. L'idée, c'est vraiment que le jeune apprenti puisse être dans une situation d'amélioration continue des procédés industriels. Donc faire le lien entre le bureau d'études et l'atelier. Et c'était vraiment un besoin qu'avaient les entreprises qui aujourd'hui à des niveaux BTS embauchent plutôt des techniciens, donc qui sont très forts sur la technologie ou la technique qu'ils ont appris et qui leur manque parfois le petit étage supplémentaire de management, de lien entre les salariés de l'atelier, etc., etc. Donc voilà un exemple sur l'emploi et la formation. On a travaillé aussi sur la semaine de l'industrie, par exemple. Donc les missions locales organisaient des choses avec le lycée des métiers de Bergerac sur la découverte des métiers au travers d'expositions. L'idée, c'était d'améliorer ce dispositif en disant,
peut-être qu'en plus de ça, on peut aller faire visiter des entreprises industrielles. Et donc, on a monté des visites d'entreprises en complément des sensibilisations qui ont été faites sur les métiers de l'industrie. Très bien. Je vous propose de poursuivre la conversation. On va accueillir Luc Pabeuf et on va continuer à échanger de manière très fluide. Donc, nous accueillons Luc, que j'invite à nous rejoindre sur le plateau. Donc, Luc, tu es aujourd'hui coordinateur de projet à la direction régionale de Pôle emploi, mais tu as des expériences professionnelles riches, multiples dans le développement local. Enfin, tu as notamment été président du Césaire Aquitaine avant la fusion des 3 régions entre 2007 et 2015. Et puis, tu as aussi dirigé l'Institut national du développement local. Tu as beaucoup travaillé aussi sur l'innovation sociale avec la chaire Chrysalide à l'université de Bordeaux. Donc, ma question est très, très ouverte. J'aimerais savoir comment tu réagis à ce que tu as entendu et qu'est-ce que tu retiens un peu de manière transverse par rapport aux 2 témoignages d'Angoulême et de Bergerac. Et on parlera de Pôle emploi dans un second temps. Merci Christophe, bonjour à toutes et tous, bonjour monsieur le vice-président, bonjour Guillaume. D'abord, c'est un plaisir pour moi d'être présent parce que la priorité de Pôle emploi, comme son nom l'indique, c'est l'emploi. Donc, on est naturellement un partenaire des acteurs qui sont réunis par Pays et Quartiers Nouvelle-Aquitaine. Peut-être juste un mot pour préciser la fonction de coordinateur de projet qui a un sens particulier, notamment dans le développement local, hein, qui est lié à une ingénierie territoriale. Alors, mon travail au sein de Pôle emploi ne consiste pas à coordonner des projets de cette nature. Je dirais que ce travail dans les territoires, il est réalisé par notre réseau, avec, je rappelle, 78 agences sur la région, ce qui représente une certaine densité. Hein. Le principe, c'est d'avoir une agence à 30 km et ou 30 minutes de chez soi, donc 900 au niveau national. Donc c'est vrai qu'il y a un travail aussi de partenariat, de coordination qui est assuré par les directeurs d'agence, par les directeurs territoriaux et Pôle emploi, c'est cet ensemble de réseaux. Moi, mon travail consiste plutôt à concevoir aussi notre approche à nous, qui se veut à la fois de renforcement, et M. Buisson disait précédemment, hein, sur les problématiques d'emploi, de recrutement en tension, donc une approche qui soit à la fois sectorielle. Il y a des secteurs d'activité qui représentent des enjeux stratégiques au niveau national et particulièrement dans les territoires, et de renforcer notre expertise, notre démarche aussi de dialogue avec les acteurs socio-économiques et avec les élus. Parce que dans les territoires, eh bien, les élus sont essentiels. Vous êtes en première ligne et sur tout un tas de sujets, nous évoquions en préalable à notre échange de ce matin les orages d'hier soir. Eh bien, c'est vrai que quand on est élu local, maire, c'est à la fois les tracas du quotidien, des intempéries, des problématiques d'emploi qui sont aussi centrales pour les populations. Donc, je dirais que pour nous, nous appréhendons notre fonction, qui est notre raison d'être, l'emploi, mais avec l'humilité de considérer que nous ne pouvons atteindre nos objectifs que vraiment dans une approche aussi qui soit partagée avec les élus des territoires et avec les acteurs socio-économiques. Donc mon travail consiste plutôt à développer, structurer cette démarche-là en étroite relation, bien sûr, avec les différentes composantes de Pôle emploi. Sur la question justement des élus, nous, notre Pôle emploi est issu, vous le savez, de la fusion entre un réseau, la notion de réseau était pas mal abordée, des ACDIC et un établissement public national, la NPE, mais je pense que cette hybridation aussi déjà, qui remonte maintenant à plus de 10 ans, a peut-être contribué à renforcer cette logique de territorialisation de notre action qui était inscrite dans un plan stratégique déjà lancé à l'époque par Michel Sapin en 2015, Pôle emploi 2015, enfin lancé en 2012. Et je crois que cette volonté aussi d'ancrage territorial, pour nous, elle est essentielle. Et on a bien vu que, eu égard au fait que la question de l'emploi, elle a acquis une importance forte à partir du milieu des années 70 et puis début des années 80 avec l'augmentation significative du chômage, se sont développés tout un tas d'acteurs, c'est normal puisque c'était un enjeu fort, et que ce qui manque certainement, c'est la question de la lisibilité de cet ensemble d'acteurs dont les compétences sont aussi complémentaires. Et peut-être, moi, ce que j'aurais envie de préciser, c'est que la notion de réseau que vous avez évoquée, Michel,
elle se joue à un niveau local. Et d'une certaine manière, la différence de nos fonctions illustre bien la complémentarité. À un niveau local, c'est important pour vous, à l'échelle des établissements publics de coopération intercommunale, justement, d'être dans une logique de réseau. Mais on voit bien aussi qu'il y a une dimension régionale de cette action publique, parce que la région a la compétence sur l'aménagement du territoire avec le SRADET, sur le développement économique et l'internationalisation et l'innovation avec le SR2I qui est en cours d'adoption, même plus, puisqu'il a été élaboré dans la dernière période. Et puis, il y a bien sûr aussi une logique de politique publique nationale. Et la mise en réseau permet, à mon sens, aussi d'articuler ces différentes échelles de l'action publique qui sont complémentaires et qui présentent chacune leurs avantages et leurs, des fois, inconvénients. La proximité va permettre de faire du sur-mesure, mais en même temps, dans un monde aussi globalisé, on a besoin de tenir compte des autres échelles, d'où l'importance aussi de pouvoir, et je pense que c'est l'esprit, la démarche cadet, de s'inspirer de ce qui existe ailleurs. S'inspirer, ça ne veut pas dire dupliquer. On a évoqué la question des territoires zéro chômeur de longue durée. C'est à chaque fois une initiative qui prend sens dans un territoire avec ses parties prenantes, mais pouvoir s'inspirer et puis pouvoir aussi avoir, pour certains enjeux de développement économique, une stratégie à l'échelle où se situent les problématiques d'investissement, d'investissement pas simplement dans le capital matériel de production, mais aussi humain. Et donc, c'est la question de la formation, c'est la question du développement des compétences. Donc, je crois que vraiment, la complexité de la question de l'emploi justifie qu'il y ait des acteurs complémentaires à différentes échelles, mais nécessite absolument cette démarche de dialogue, parce que la synergie, elle passe aussi par l'interconnaissance, par le temps d'échange et l'identification des ressources de chacun. Et d'ailleurs, c'est l'esprit qui gouverne, par exemple, le service public de l'insertion et de l'emploi. Quand on parle aujourd'hui d'une logique de parcours sans couture, c'est de faire en sorte qu'on ait un accès qui va être peut-être unique, qui va permettre un diagnostic social et professionnel qui va pouvoir être plus facilement partagé, parce que nous avons aussi la chance aujourd'hui, peut-être que le numérique facilite cette mise en réseau, mais c'est un travail qui nécessite un peu de temps, de l'interconnaissance, qui se joue, donc je le disais, au niveau des SPIE, qui vont être une certaine échelle et qui peut être départementale, et puis on va retrouver ça aussi à une échelle plus micro, avec les cités de l'emploi, dans le cadre des quartiers prioritaires politiques de la ville, où là aussi, c'est une logique de parcours sans couture. Donc, moi, ce que j'ai entendu entre en phase avec ce qui nous anime et avec la nécessité aussi, comme disait Michel Buisson, c'est d'identifier le curseur. Mais pour pouvoir positionner le curseur, encore faut-il bien connaître les ressources dont chacun dispose. C'est vrai que, par exemple, Pôle emploi, on a 6 missions essentielles. Mais très souvent, on n'en identifie qu'une ou deux de nos missions. C'est indemniser les demandeurs d'emploi et gérer la liste des demandeurs d'emploi, et le contrôle, et accueillir, accompagner les demandeurs d'emploi. On est déjà à 3 missions. Mais c'est aussi, avec des conseillers dédiés, prospecter et mettre en relation. Aujourd'hui, on a quand même à l'échelle de la région 450 conseillers dans les agences qui sont dédiés aux entreprises et donc qui sont dans une relation d'échange avec les entreprises et qui sont sur ce volet-là, en complément de l'action des conseillers dédiés aux demandeurs d'emploi. Mais c'est aussi un travail de maîtrise de la donnée. Nous avons aujourd'hui énormément de production statistique, de données en ligne, on parle de big data public et autres, et qui sont des éléments aussi qui vont être utiles à la décision. Et puis, c'est un travail aussi de relais de l'action publique. Et c'est vrai que on a beaucoup parlé d'hybridation ce matin, mais je dirais que le conseil d'administration de Pôle emploi au niveau national en est aussi cette illustration, puisqu'on a bien sûr des représentants de l'État, des représentants des partenaires sociaux, des personnalités qualifiées et des représentants des collectivités territoriales, à travers représentants des régions, des départements et des communes. Et donc, je crois que pour relayer cette action, eh bien, on a effectivement besoin, je dirais, un peu de forum, d'espaces de discussion, de concertation, et qui ne peuvent pas être partout pareils,
parce que ce qui me semble essentiel, c'est d'avoir à l'esprit que les territoires sont toujours singuliers. Ils ont une histoire, une culture, des configurations socio-démographiques, etc., qui font que on ne peut pas plaquer un mode opératoire. C'est la raison pour laquelle je crois que la présence de Pôle emploi dans les territoires au plus près des acteurs est nécessaire, avec un réseau assez dense, et que notamment les directeurs d'agence sont aussi disponibles, et je sais que ça se fait aussi bien sur le Grand Bergerac que sur le secteur d'Angoulême, et pour travailler dans cette complicité basée sur une meilleure identification de qui fait quoi. En tout cas, il y a un message fort adressé à ceux qui nous écoutent, c'est que Pôle emploi a des ressources humaines, 450 conseillers entreprises sur les territoires, c'est pas forcément quelque chose qu'on entend souvent, donc c'est bien de le dire et de permettre aux territoires de les mobiliser. Je précise ça parce qu'il n'y a pas très longtemps, j'échangeais avec une maire d'une commune un peu plus importante que la vôtre, de l'ordre de 9 000 habitants, très sympathique et très bienveillante à notre égard, mais qui évoquait le fait qu'elle ne pensait pas, pour des problématiques que justement recrutement, prospection, à nous faire appel à nous. Elle avait un peu l'image de Pôle emploi comme un guichet administratif. Et je pense qu'il s'agit aussi pour nous de montrer qu'on a une diversité de ressources et de compétences, et que notre souhait, c'est justement de pouvoir la décliner au mieux auprès des territoires. Alors, c'est vrai qu'on a des solutions en ligne aussi qui sont très localisées. J'ai confié tout à l'heure à Laurine, que je vois là-bas, les URL de nos sites, l'Observatoire régional de Pôle emploi, qui permet d'avoir des statistiques localisées. Je pense que ça, c'est très utile aussi pour la décision. C'est aussi l'enquête nationale sur les besoins de main-d'œuvre, mais qui permet d'avoir une vision géographique. C'est aussi des enquêtes statistiques qui vont pouvoir aussi être complétées d'éléments qualitatifs sur des réalités de certains secteurs professionnels, etc. Donc ça, ce sont des données qui sont en ligne. Et puis, c'est l'échange qu'on peut aussi avoir avec les acteurs territoriaux pour concevoir des dispositifs quelquefois ad hoc, parce que ce qui est important aussi dans l'ADN de Pôle emploi, c'est l'innovation. De plus en plus, on parle dans l'action publique aussi de design de services publics, c'est-à-dire qu'on est centré sur l'utilisateur. Et je crois que c'est très important que la manière dont on conçoit les services publics de l'emploi, eux-mêmes intégrés à des enjeux de territoire qui sont transversaux, eh bien, soient élaborés en lien direct avec le vécu des populations. Merci Luc pour cette intervention. Donc les ressources que tu évoques sont partagées dans le chat et on les renverra ultérieurement lors de la restitution. Je reviens vers vous, messieurs, avec une troisième question, une prise de recul un peu analytique. Avec un petit peu de recul, quels enseignements vous tirez finalement de cette expérience d'écriture de feuilles de route, d'actualisation de feuilles de route à Bergerac? Et est-ce qu'il y a des marges de progrès? Qu'est-ce qui a coincé peut-être? Qu'est-ce qui aurait pu être mieux fait? Voilà. Bon, pour moi, les marges de progrès, mais ça, c'est pour compléter ce qui vient d'être dit aussi, c'est que l'une des clés, ou la clé de la réussite de tout ce qu'on est en train de dire, c'est de dire que l'insertion et l'emploi, c'est l'affaire de toutes et tous. Et c'est pour ça que une collectivité, vous savez, on fonctionne souvent en tuyau, on a chacun nos services. Et moi, j'aurais envie de militer. Alors, pour la transversalité, c'est pas nouveau, mais on arrive à le faire pour la transition écologique. On dit que c'est l'affaire de toutes et tous, et dans tous les services, on s'approprie cette notion-là. Il faut en faire de même pour l'insertion et l'emploi. C'est pour ça que nous, par exemple, à Grand Angoulême, chaque service a fait sa feuille de route, et on se retrouve régulièrement pour un moment qu'on appelle comité de suivi, je ne sais plus comment, une chose comme ça, des feuilles de route. Mais en fait, on y retrouve les marchés publics, on y retrouve mon collègue du commerce, on y retrouve le collègue de l'enseignement supérieur, du développement économique, et on partage nos feuilles de route, et on fait une évaluation collective de nos feuilles de route. Ce qui fait que du coup, elles ne sont pas figées, elles vont évoluer les unes et les autres. Donc ça, c'est le premier point dans une collectivité, c'est de sensibiliser les collègues et les élus que c'est l'affaire de toutes et tous. Et c'est pour ça aussi que, comme on veut que ce soit l'affaire de toutes et tous, c'est sensibiliser toutes les communes, les 38 communes, jusqu'à la plus petite. Dire qu'en effet, c'est leur affaire également, l'emploi et l'insertion, et aussi avec cette notion de proximité, parce que forcément, on est au plus près des personnes, et notamment celles qui sont en difficulté. Et puis, troisième levier, c'est justement, si c'est l'affaire de toutes et tous, c'est de fédérer
au mieux tous les acteurs dont on parlait tout à l'heure. Alors, est-ce qu'une agglomération est légitime pour le faire? Je pense que oui, on est là pour ça. On est là pour fédérer tous les acteurs jusqu'aux entreprises pour essayer de créer cette acculturation commune, parce que même celles et ceux qui semblent connaître les autres, on s'aperçoit que finalement non, on ne sait pas ce que les uns les autres font, mais c'est se connaître, mieux se connaître, mais aussi faire des choses ensemble, travailler ensemble, faire des choses, inventer des événements ensemble, voilà, au plus près des territoires et au plus près des, des segments de territoire, parce qu'à l'échelle d'une agglo, même si nous sommes une petite agglo, 140 000 habitants, c'est pas une très grosse agglo, mais c'est bien aussi de faire des événements au plus près, parce qu'on n'a pas trop parlé des freins, mais la mobilité est un frein aussi très très important. Il y a des gens qui ont du mal à se déplacer, hein, et dans notre agglo, il n'y a pas des moyens de mobilité partout encore, donc il faut aussi qu'on invente des actions qui vont au plus près des personnes en difficulté. Voilà, donc moi je pense que ce que je retiens là, c'est que l'une des clés de la réussite, c'est de militer un peu pour dire que l'emploi et l'insertion, c'est l'affaire de toutes et tous. C'est ce que j'ai envie de retenir, moi. Merci Michel. Guillaume, même question, la prise de recul sur l'expérience cadet que tu vis depuis 2015. Oui, alors déjà c'est une expérience, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, le chef de projet cadet est sur un territoire, hébergé par une collectivité, donc c'est une porte d'entrée ultra locale de la région sur un territoire. Pour rappel, hein, la région, Nouvelle-Aquitaine, c'est grand comme l'Autriche. Et donc ma présence en fait sur le territoire, a engagé des nouvelles habitudes en fait de travail, que ça soit entre entreprises, régions, puisque voilà, là encore, je suis accessible très facilement, et derrière, il y a un travail de transversalité à réaliser avec les collègues, puisque comme vous le disiez, on est assez organisé en silo. Donc il y a tout ce travail aussi auprès des collègues de transversalité, en expliquant les enjeux du territoire. Donc ça, c'est une première habitude de travail, je crois, entreprise-région qui a évolué. Et puis aussi, une habitude de travail, EPCI-région, où, là encore, le fait qu'il y ait, la présence de la région sur le territoire, permet des échanges beaucoup plus, approfondis, sur, l'animation économique, sur le développement économique. Et preuve en est, il y a 2 EPCI, communautés de communes qui ont signé des conventions de partenariat SRDE2I avec la région, qui l'auraient sans doute pas fait s'il n'y avait pas eu, voilà, cet échelon, d'ultra proximité, avec la région. Donc il y a des habitudes, des liens plus forts, je dirais, entre région, collectivité. Et puis le dernier exemple, c'est que, la communauté d'agglomération de Bergerac est aujourd'hui adhérente d'ADI Nouvelle-Aquitaine. Donc elle travaille aussi sur toutes les questions d'innovation. Donc voilà, donc il y a ce dispositif cadet, en tout cas, a apporté, oui, je dirais, des nouvelles habitudes de travail, que ce soit du point de vue des entreprises ou des acteurs, EPCI. Très bien. Alors, c'est un contrat qui, par définition, a une durée de vie Exactement, limitée. Il a déjà provisoire. été renouvelé une fois. Tout à Donc, fait, il en s'arrête 2020, et donc là, il va s'arrêter en mi-2023. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'il faudrait souhaiter aux Bergeracois pour demain, pour que la dynamique, elle continue, alors, avec ou sans cadet? Le cadet, ça n'est qu'un outil. Mais pour que ces progrès, Ça serait effectivement, conscientisation. le travail d'un chef de projet cadet, c'est vraiment de travailler sur finalement l'invisible, hein. C'est tout ce qui est animation économique. Donc c'est, le réseautage, la mise en lien, la mise en réseau, l'organisation des réunions de travail, avec les différents acteurs. Donc ça change aussi, parfois le regard, qu'on a, classiquement du développement économique, où on est sur, la construction d'immeubles de bureaux, sur, l'extension de zones d'activité économique, et je crois que un des enjeux pour, l'après cadet sur le territoire, c'est de pérenniser finalement tout ce travail de fourmi, et d'animation, économique, sur le territoire, notamment en renforçant, l'ingénierie, locale, hein, tout simplement en développement économique. Donc, il y a des choses qui se mettent en place, donc on espère que d'ici 1 an, ça se contribuera. Peut-être pour compléter, sur nous, notre perception si concrète des enjeux, hein, par rapport à cette question de ce qui n'est pas visible ou ce qui est peu visible. Moi j'aurais envie aussi d'insister sur les signaux faibles du territoire. C'est-à-dire que l'enjeu aujourd'hui, et Michel Buisson l'évoquait, la situation n'est pas encore la même qu'il y a 2 ans. On a vécu 2 années difficiles avec la Covid,
et puis un rebond économique qui a été très fort, mais aussi des personnes qui ont quitté des secteurs d'activité ou qui ont une autre aspiration, etc. Alors, sans parler de ce que les anglo-saxons appellent le big quit, mais on voit bien qu'il y a des tensions aussi très fortes sur la question de l'emploi et du recrutement. Et donc, ce dont nous avons besoin, c'est de pouvoir au maximum anticiper. Et quand je parle de signaux faibles, c'est que au-delà CADES, c'est au départ les territoires avec des difficultés, des entreprises qui quittaient, etc. Mais c'est aussi aujourd'hui un défi, on n'aurait pas forcément eu ça à l'esprit il y a quelques mois encore, de recruter, c'est-à-dire qu'on a un alignement des planètes qui est favorable sur des questions, des fois des opportunités, en dépit du contexte qui s'est encore rendu incertain hein, en raison de la situation géopolitique, mais des éléments qui peuvent être plus favorables du point de vue de l'investissement, du fait aussi d'éléments réglementaires. Je pense par exemple à une filière stratégique pour la Nouvelle-Aquitaine et au niveau national, forêt-bois. Premier massif forestier cultivé d'Europe, le land d'Aquitaine, mais on a aussi intégré depuis Limousin, donc on a vraiment un massif, et puis des entreprises aussi dans les Deux-Sèvres autour de la première et seconde transformation du bois. Mais on voit aujourd'hui des entreprises qui hésitent à investir parce que la problématique, c'est la main-d'œuvre, est-ce qu'on va l'avoir? Et l'enjeu des signaux faibles, c'est que quand on a connaissance d'un projet d'investissement, d'un projet de développement, qui va souvent démarrer par un tour de table pour réunir les investisseurs, pour réfléchir aux moyens de financer, je dirais, l'outil de production, quelquefois, la question de la main-d'œuvre arrive un peu après et on ne l'anticipe pas. Et le fait de se mettre aussi autour d'une table, de dialoguer, d'échanger, au niveau de la région, j'échange par exemple avec Bernard Lazzarini, responsable du service forêt, bois, papier de la région. Ça permet d'identifier des signaux faibles et de pouvoir, comme les collègues ont pu le faire sur un territoire du bassin d'emploi de Tulle, de pouvoir anticiper des besoins parce qu'il y a toute une ingénierie. Et l'activité CADES, c'est un travail d'ingénierie territoriale, mais c'est aussi une ingénierie de parcours pour faire en sorte que les demandeurs d'emploi, y compris les personnes qui restent dans une période de reprise sur le bord du chemin, soient accompagnés envers des métiers qu'ils ne connaissent pas forcément. Donc, il faut travailler très en amont l'attractivité, la connaissance, des moments d'immersion dans les entreprises, des possibilités aussi d'identifier des compétences potentielles à travers la méthode de recrutement par simulation qui va faire en sorte qu'on ne va pas mettre de côté les gens sur leur base de leur qualification, de leur CV, mais on va véritablement voir des éléments de compétences qui vont être transférables, de qualité professionnelle. C'est la possibilité de monter des formations préalables au recrutement. Tout ça, ça demande du temps. Et plus on va partager entre nous les signaux faibles pour pouvoir accompagner les personnes, et plus on va être en capacité justement de relever ce défi du recrutement. Et l'autre élément, c'est que, y compris dans une période de rebond d'activité ou de relance, on sait que restent sur le bord du chemin souvent les personnes qui ont différents obstacles qu'on va appeler les freins périphériques et effectivement pour lesquels les collectivités territoriales notamment ont aussi des outils d'action publique qui ne peuvent pas être ceux de Pôle emploi mais qui sont complémentaires. Donc notre souci c'est effectivement d'intégrer tous ces éléments-là d'une prise en charge globale de la personne et avec un parcours, une logique de parcours, comme c'est le cas pour les jeunes avec le contrat d'engagement jeune, mais plusieurs dispositifs de cette nature qui sont complémentaires à l'action des missions locales. Et ça nécessite du temps. Et le temps, c'est justement de pouvoir partager des éléments d'anticipation, des signaux faibles. Et quand on travaille trop en silo, eh bien, on perd ces éléments du territoire. Et c'est Marie-Laure Brunet, qui est la directrice de l'EBE de la Nièvre, que je me souviens avoir entendu par rapport à Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée, dans un débat avec Laurent Ganguillaume, qui disait on a éclaté les silos, on a fait un grand tas. Alors, l'enjeu, c'est qu'on a besoin que les choses soient organisées, mais c'est vrai que le fait d'éclater les silos permet de capitaliser des connaissances qui sont complémentaires et qui vont nous permettre d'être plus efficients sur les besoins des territoires, des entreprises et des personnes en recherche d'emploi. L'importance des signaux faibles pour nourrir une stratégie, pour l'ajuster et la faire évoluer au plus près des besoins. Et c'est cette sensibilité qui va être un facteur d'agilité et qui fait qu'effectivement, une feuille de route, ce n'est pas un document inscrit dans le marbre. Et on le voit bien dans un monde qui est aussi incertain qu'aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on dit aussi agir dans un monde incertain, c'est surtout une affaire de
gouvernance dialogique entre des acteurs. C'est parce qu'on est à l'écoute les uns des autres qu'on va pouvoir ajuster nos modes opératoires en fonction de ce que nous renvoie le territoire. Des signaux faibles, des fois qui peuvent être aussi forts et de rupture auxquels il faut s'adapter. Mais je pense que la capacité de résilience, elle tient aussi à la capacité à s'écouter et à agir ensemble. Oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire prendre le temps de se retrouver, d'échanger, de partager, c'est à mon avis très très important. Voilà. Et puis de s'adapter effectivement sur les signaux faibles et ce qu'on perçoit du terrain. J'ai en tête les forums de l'emploi que tout le monde organise une fois par an, alors un petit peu moins avec le Covid, mais c'est vrai qu'à Bergerac, on essaye de changer la forme du forum de l'emploi qui aura lieu en octobre prochain, en partant du constat que le forum classique, en fait, l'entreprise venait avec ses offres d'emploi, et elle cherchait le mouton à 5 pattes. Alors, je caricature un petit peu, et finalement, tout le monde était déçu parce que les entreprises ne trouvaient pas le bon candidat, et les personnes venaient et ne trouvaient pas des entreprises. Donc là, on essaye de retourner un peu le problème en disant le rapport de force a un petit peu changé aussi. Il y a énormément de problèmes de recrutement. Donc là, c'est plutôt aux entreprises de faire l'effort de séduire, finalement, de travailler leur marque employeur. Et donc, on va axer notre communication plutôt là-dessus en disant, vous, entreprise, venez présenter vos métiers, venez présenter vos savoir-faire, et quelque part, venez séduire votre futur salarié pour l'intégrer peut-être à court, moyen ou long terme dans vos équipes. Donc ça, c'est la façon d'être agile, en fait, quelque part sur le territoire. Et on parlait aussi de formation. Je crois que c'est important aussi de sensibiliser les jeunes dès le plus jeune âge, notamment au collège, qui est la première étape de réorientation. Et je crois que c'est important on essaye de mettre en place sur le Bergeracois un parcours complet entre l'élève de 4e, 3e, donc avec le CLE, le contrat local école-entreprise, qui permet de sensibiliser dès la 4e les jeunes aux métiers de l'industrie notamment, et derrière avoir l'écosystème de formation adéquat, donc sur Bergerac, mais pas que, Sarlat, Périgueux ou même Marmande, pour les former derrière et ensuite être embauchés par les entreprises. Donc il y a vraiment différents éléments à prendre en compte. Tu parles du CLE parce que c'est un dispositif qui est piloté par l'État, dont on n'a pas beaucoup parlé ce matin, mais ça montre que c'est vraiment un écosystème complexe où tout le monde a un rôle à jouer, comme vous le disiez tout à l'heure. On a parlé de l'État, de fait, à travers l'offre de services de Pôle emploi, qui est bien évidemment la même au niveau national, mais qui est suffisamment riche pour pouvoir être aussi déclinée de façon stratégique. Dire que les mesures que j'évoquais tout à l'heure, les périodes de mise en situation en milieu professionnel, les préparations opérationnelles à l'emploi, la méthode de recrutement par simulation qui a été inventée par Pôle emploi il y a une vingtaine d'années, ce sont des dispositifs nationaux, mais l'enjeu, c'est dans une logique d'ingénierie de parcours, de pouvoir articuler, et puis aussi de constater quelquefois qu'on a besoin aussi d'ajuster des choses, et le fait d'être un opérateur de l'État, mais déconcentré avec un maillage territorial assez dense et un souci de proximité permet aussi de pouvoir, dans certains cas, adapter, expérimenter des choses. Je crois que l'État a bien évidemment son rôle, et on pourrait aussi parler sur les questions d'appui aux mutations économiques, du travail des DREETS et des dettes, etc., avec des mesures territoriales, y compris en direction des TPE, PME. Mais c'est la complémentarité qui fait sens et qui permet, dans l'esprit, on l'a évoqué tout à l'heure, SPIE et autres, d'être dans une continuité et une plus grande fluidité dans l'intervention de chacun. J'ai une question sur la feuille de route. Vous avez fait l'exercice de formaliser un document, mais est-ce que cet exercice, justement, il a produit dans le brainstorming, dans les échanges qui ont dû avoir lieu, des actions nouvelles ou des pistes d'actions nouvelles? Vous avez d'abord recensé l'existant, les dispositifs qui étaient là, les actions peut-être qui marchaient bien, mais est-ce que cet exercice, il a permis de vous projeter, de dire « Ah, mais on pourrait faire ci ou on pourrait faire ça ». Alors pour l'instant, le principal travail que nous avons mis en place, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le guide
des référents sur lesquels on travaille avec le réseau. Après, en effet, on a déjà évoqué l'idée d'organiser des micro-forums pour que les entreprises puissent rencontrer les personnes qui cherchent de l'emploi et vice-versa. Donc, il y a ça en tête, mais pour l'instant, on l'a pas mis en place, en sachant que une des 4 PCI organisait ça déjà auparavant, donc il y a au moins cette expérience. Voilà, et puis dans les pistes, c'est de travailler, on n'a pas trop parlé, mais plus avec les entreprises quand même. L'emploi, il est là, donc comment travailler plus avec les entreprises. L'éducation nationale également, c'est dans le diag qu'on a fait, on parlait du clé là tout à l'heure, mais dans le diag, il semblait un éloignement entre ce monde-là, le monde de l'emploi, de l'entreprise et l'éducation nationale. Donc là, on va voir comment on pouvait essayer de rapprocher tout ça. Voilà, ça, ce sont des pistes en fait. Et puis aussi, l'emploi des seniors est revenu également comme une problématique. Bon, là, j'ai pas d'action concrète, mais on y pense. Voilà. Voilà. Donc aujourd'hui, on est surtout j'ai envie de dire, concentré sur notre guide des référents. On est là-dessus. Voilà, donc on va avancer dans ce sens-là. Et puis. Et ça veut dire que le cadre que vous avez posé avec cette feuille de route, c'est un espace de réflexion et de. Ça va être un espace de réflexion de production, constant. Quoi. Constant. Bon, par exemple, on n'a pas parlé de communication, mais là, tout ce qu'on dit là, faut entretenir la flamme. C'est-à-dire que c'est bien de faire une feuille de route, c'est bien, mais il faut entretenir la flamme, ce militantisme un petit peu là. Et du coup, on a mis en place également une communication dans le réseau très régulière. Qu'on appelle, enfin, je ne sais pas encore, c'est complètement établi, mais pour l'instant, c'est Actu Info ou Flash Info, je ne sais plus. Voilà, on essaye de communiquer entre nous sur des opportunités d'emploi, de recrutement, d'événements. Voilà, donc on essaie d'entretenir cette flamme. Voilà. Mais nous, on est vraiment aujourd'hui sur la mise en place de ce réseau de référents. C'est notre principal objet pour l'instant. Vous avez encore peut-être une dernière prise de parole, si vous avez envie de rajouter quelque chose. Pendant que vous y réfléchissez, je regarde, je crois qu'on n'a pas de questions sur le chat. Les ressources, en tout cas, sont déjà disponibles, on vous les renverra. Ouais, peut-être si vous avez envie, un dernier mot de conclusion, c'est un grand mot, mais peut-être une dernière idée si vous souhaitez. Peut-être un futur enjeu qui est la ruralité, donc l'activité économique et dans ce qu'on appelle la ruralité. Donc là encore, c'est des questions sur lesquelles la région réfléchit beaucoup, mais il y a encore il y a beaucoup de choses à faire sur cette question de maintenir de l'activité économique dans les territoires ruraux. Et communes qui ne sont pas très loin des villes-centres, mais qui sont un peu... Avec toutes les problématiques de mobilité dont on parlait tout à l'heure et d'accès aux services. Après, il y aura quand même, je le disais tout à l'heure, mais ce n'est pas dans notre feuille de route, mais il faudra quand même qu'on se préoccupe du recrutement, qui est vraiment un réel souci aujourd'hui pour en entendre de toutes parts, de toutes les entreprises, y compris Pôle emploi parfois, qui cherche aussi. Voilà, pour être président de mission locale, on cherche des conseillers d'insertion, on a du mal à trouver. Enfin, et je pense que ça touche toutes les professions. Voilà, donc là, on a un réel travail à faire sur le recrutement. Les chefs d'entreprise nous disent que ils ont bien conscience qu'on ne va pas proposer des candidats qui sont tout de suite formés avec les compétences attendues parce que la situation du marché du travail est celle-là. Donc, ils sont prêts à accueillir des profils, comme ils disent, atypiques, mais ça nécessite un accompagnement. Et c'est pour ça que la notion d'ingénierie de parcours est essentielle. L'importance de croiser une approche qui soit à la fois territoriale et sectorielle. Je le disais incidemment en présentant un peu mon rôle au sein de l'emploi, mais on voit bien, si on prend des secteurs, et j'ai évoqué celui du bois et de la forêt, mais un qui parlera bien aussi à Michel Buisson en tant que vice-président délégué à la santé au niveau du conseil départemental. C'est la problématique aujourd'hui de l'emploi aussi dans les établissements sanitaires et médico-sociaux. Et là, on voit qu'il y a à la fois des éléments stratégiques nationaux avec des campagnes, etc. Mais il y a aussi des initiatives qui sont plus locales. Nous avons, nous, en Nouvelle-Aquitaine, et nous sommes partenaires, un gérontopole qui agit aussi avec les collectivités territoriales. Et je pense à ce qui s'est mis en place à l'initiative de l'ARS Nouvelle-Aquitaine sur les plateformes territoriales solidaires au niveau RH. Et on voit bien que là, c'est dans cette logique de coopération
entre des employeurs de statuts d'ailleurs différents, publics hospitaliers, publics territoriaux, privés et autres, et qui vont mutualiser l'approche sur le territoire. Donc, une logique territoriale, une logique sectorielle, parce que là aussi, alors, c'est vrai qu'on a aussi des établissements sanitaires et médico-sociaux qui sont aussi dans des territoires qui peuvent être ruraux, voire très ruraux, mais c'est aussi le cas dans certains champs de l'activité industrielle, et particulièrement, je reviens parce que ça me tient un peu à cœur, la région Nouvelle-Aquitaine de Pôle emploi est chef de file de cette volonté de notre établissement de renforcer l'expertise sectorielle dans de nombreux secteurs, dont la forêt et le bois. On est aussi chef de file sur l'assurance et la banque. Mais les emplois liés à la transformation du bois, d'abord la ressource, elle est forcément dans les territoires ruraux. On a perdu beaucoup de scieries, mais on a un potentiel aujourd'hui de redéveloppement, sauf que c'est dans des territoires où la très faible densité fait que c'est difficile. Et on sait bien qu'on ne va pas arriver tout seul à faire venir des gens dans des territoires de faible densité où vont se poser un problème qui va s'ajouter à la question de la connaissance des métiers et de leur attractivité, un problème de mobilité, de logement, etc. Donc là, c'est un défi qu'on ne pourra relever qu'ensemble, mais je pense qu'on a quand même beaucoup d'éléments, de ressorts qui peuvent favoriser aussi de l'emploi à côté de chez soi, à condition qu'on joue collectif. Ce sera le mot de la fin. Merci messieurs pour aujourd'hui en tout cas. Je vous remercie vraiment pour votre disponibilité, votre engagement dans vos fonctions respectives. Donc les prochains rendez-vous de PQNA, je le rappelle, donc jeudi 7 avril, on a des ateliers à 10h le matin avec les 2 sujets que j'ai évoqués tout à l'heure. La séance 3 de ce cycle, donc, qui s'intitulera « Comment on passe à la mise en œuvre opérationnelle », ça sera au mois de septembre avec très probablement les témoignages de la communauté d'agglomération de Bressuire dans les Deux-Sèvres et du Marmandais dans le Lot-et-Garonne. Et puis en attendant, je vous invite à nous contacter, j'allais dire en continu, pour continuer à alimenter ce cycle et notamment les ateliers d'échange qui auront lieu à la rentrée. Toutes les ressources, vous les retrouvez ici dans le chat, mais aussi sur notre site internet. Et puis je vous dis à très bientôt pour la restitution de cette rencontre avec la production d'un article, le replay auquel vous aurez bientôt accès, et toutes les ressources qu'on a pu évoquer ce matin seront également disponibles. Bonne fin de journée et à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.